conclusions, étapes futures de ce congrès. Je demanderai aux rapporteurs des différents ateliers de prendre place sur l'estrade. Alors, sur ces conclusions provisoires des journées d'études, les responsables fédéraux, couplés à un colloque, comme nous l'avons évoqué, c'est une initiative d'ores et déjà fructueuse. Nous aurons à aboutir, sans doute dans les contenus d'atelier, en tous les cas, dans les objectifs que nous étions fixés, d'abord de renforcer les différents travaux de recherche avec les pratiques sociales. En tous les cas, on les a mis en connexion, et les débats qui se sont déroulés durant les différentes interventions l'ont souligné. Cela nous a permis de dépasser l'entre-soi, cet entre-soi que nous avons pointé, un certain nombre d'interventions notamment qui ne sont pas obligatoirement féconds, qui sont même quelquefois qui tendent à amoindrir un certain nombre de nos réflexions et donc de nos actions. Et nous sommes aujourd'hui, durant ces journées, dans le temps du basculement du constat maîtrisé sur l'éducation populaire, sur les textes que nous avons pu produire, sur les interrégionales, sur déjà les contributions que vous avez mises en réseau, que vous avez fait remonter, qui sont diffusées, et je l'espère, j'y reviendrai, nous l'espérons, que cela va s'intensifier, donc passer de ce basculement du constat aux axes de refondation, de transformation, voire, pour reprendre le terme employé par Eric et également par Cynthia Fleury, pourquoi pas de renaissance de l'éducation populaire, même si nous ne sommes pas un mouvement qui posons comme première étape de l'action la destruction de l'existant. On est plutôt effectivement dans la transformation, dans la réforme. Alors, évoquer également que l'ensemble de ces travaux nourris devrait faire l'objet de, et nous y travaillerons avec Guy XVI qui nous a rejoint pour cette fin de matinée, avec Eric et les partenaires des éditions Priva, pour éditer les actes de ce colloque, accompagnés de l'appareillage critique et des discussions qui auront eu lieu. Alors, je propose maintenant que nous passions au compte-rendu des ateliers. Et donc, on va commencer par l'atelier numéro 1, qui était donc sur la société de participation. Et c'est Dominique qui va commencer. Donc, sur cet atelier 1, il y a eu 3 sous-groupes et je vais tâcher d'en faire la synthèse. Le point fort de la société de participation, on est reparti de l'adage « éducation et démocratie se fait dans la lutte » ou plutôt dans les luttes. Et dans les luttes, il y a forcément un ennemi qui a été pointé, les luttes contre la mondialisation néolibérale, autrement dit, une lutte pour humaniser la mondialisation. Ce postulat nous engage sur un certain nombre de défis en tant que mouvement d'éducation populaire. Bien entendu, le premier, sortir de l'entre-soi et trouver de nouvelles alliances avec d'autres acteurs socio-économiques. La déconstruction des valeurs pour les reconstruire dans des logiques de solidarité. Est-ce que nous, associations, sommes des fabriques critiques du pacte social? Se former avant la participation, à savoir être en capacité de porter, de fabriquer de la parole partagée pour la porter ensuite dans l'espace public. Et puis aussi sortir du rapport offre-demande et revenir au savoir de base associatif, à savoir se mettre en mouvement sur des problématiques partagées à partir de valeurs,
qui relance aussi la co-construction de la demande de participation, voire de l'offre de participation, et non pas simplement répondre à la commande publique. Tous ces défis emmènent des axes, des chantiers d'intervention. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est de revoir à l'interne nos propres modalités de gouvernance dans nos structures et comment on induit de la participation de ce qu'on a appelé les parties prenantes autour de nos projets. Autre chantier aussi, les techniques, renouveler ou reprendre les techniques d'animation participative qu'on a laissées peut-être à d'autres pour réinvestir les besoins des territoires ou des populations, et particulièrement aussi sur le renouvellement de l'engagement des jeunes. Donc comme on est dans un mouvement aussi d'action, tout de suite il y a eu des aspects un petit peu plus stratégiques qui sont apparus, et notamment un groupe qui a tout de suite repris au vol la loi sur la refondation de l'école, et comment on redonnait du sens, si j'ai bien compris, particulièrement dans les démarches participatives pour produire des projets éducatifs territoriaux, et dans le second degré, la participation des jeunes à l'enseignement avec la maison des lycéens et l'accompagnement collectif. Voilà un petit peu la teneur de ce qui est ressorti des 3 groupes de travail. Merci Dominique. Rien à rajouter pour ce groupe. Le rapporteur était fidèle. Deuxième compte rendu sur la société créative. C'est ça notre ordre. C'est donc Cédric. Donc ce qu'on a fait dans l'atelier, c'est qu'on a pointé un certain nombre de choses qui semblaient soit oubliées, soit défaillants dans toute cette matinée sur la question de la société créative. La première chose qui était ressortie, c'est que d'une part, il y a une confusion entretenue, volontaire sans doute, des termes, ou une assimilation, un amalgame entre créative, création, donc qui fait perdre en fait à la dimension, à l'artiste, sa spécificité, et qui entraîne une confusion des genres en la matière. Donc une forme d'instrumentalisation de la culture qui de fait est vidée un peu de son sens, et quand on dit ça, on a rappelé le fait que pour nous, la culture était notamment un facteur d'autonomie des gens. Et au-delà de ça, on a pointé effectivement le fait, et ça avait été souligné hier, que cette dynamique de société créative était surtout centrée sur les métropoles et qu'il y avait un oubli du rural. La deuxième chose qu'on a pointée, c'est l'absence de l'artiste et du coup des créateurs dans le discours d'hier, et l'importance de faire en sorte qu'il puisse être reconnu et qu'il ait sa place et qu'il soit reconnu pour ses spécificités. On a parlé d'artistes open source, je laisserai les personnes de l'atelier compléter sur ce sujet-là, s'ils le souhaitent. La troisième chose qu'on a pointée, c'est la faiblesse, voire l'absence de médiation dans des dynamiques dans des grands événements culturels, médiation qui nous semble particulièrement nécessaire. On n'accède pas, je vais pas forcément utiliser les bons termes, vous m'en excuserez, mais on n'accède pas à la culture de manière immédiate comme ça, et la médiation est relativement nécessaire. Il y a une vigilance à avoir sur la présence de la médiation quand on est dans une dynamique de démocratisation à grande échelle.
Ça nous a fait aboutir sur quoi? Un besoin de clarification des choses. Enfin, je parlais de confusion tout à l'heure, enfin, c'est d'une certaine manière le pendant. On a évoqué le fait qu'il y avait une dynamique très très forte sur ces sociétés créatives et qu'il était peut-être pertinent d'utiliser cette dynamique pour essayer de la diriger vers ce qui nous semble important. En gros, utiliser la force de l'ennemi pour arriver à la mettre au bon endroit, pour faire court. Et dernier point, il y a un besoin de valorisation de ce qui est fait par l'éducation populaire, dans le sens où il y a énormément de choses qui sont faites sur tout le territoire. On est présent dans un nombre incalculable d'endroits et on travaille avec énormément de gens. Donc il y a un besoin de rendre visibles ces choses-là, mais aussi de faire valoir sa spécificité. L'éducation populaire travaille avec une force qui est celle du temps long aussi, et qui structure des choses durables. On n'est pas dans de l'action de communication qui s'efface une fois que c'est fini. Et on marque vraisemblablement, durablement, les gens avec un certain nombre d'actions. Et donc il y a sous-jacent à ça la question de l'utilité sociale des actions et donc du projet politique des élus locaux dans les choix qu'ils font entre une société créative telle qu'on a pu se la voir décrire, ou une ville créative, et un tissu associatif, pour faire un peu caricatural, qui mènerait un certain nombre d'actions locales. Voilà. Merci. Des précisions? Non, satisfait. Atelier 3 sur société interculturelle. Oui, donc nous avons travaillé sur la question de la société interculturelle, et pour reprendre un bon mot de Charles, il faut avouer qu'il y a une diversité d'approches de la diversité. Donc, je vais tenter de vous redire tout ce qui s'est dit, même si les choses n'ont pas toujours été dans le même sens. Pour autant, on a un fil rouge, c'est que d'abord tout le monde, parce que ça fait partie de notre héritage, reconnaît que la diversité, c'est un enrichissement, c'est un rapport à l'autre qui est source d'enrichissement. Il a été interrogé, et même retenu par certains, le fait que la diversité, qui est un fait aujourd'hui, pouvait être amenée à devenir une valeur. Ce qui interroge d'ailleurs sur l'idée que est-ce que la diversité doit être valorisée. Il a été reconnu que pour que cette diversité soit source d'enrichissement, avec générosité, il faut absolument organiser les espaces de ces échanges, notamment dans les rapports entre accueillants et accueillis. Et que pour ça, il y a des enjeux à réfléchir sur les questions autour de la notion de métissage et de la notion de transformation réciproque. Question qui mérite beaucoup de débat. Il a été soulevé que dans cette dynamique-là, de l'échange et de la transformation réciproque, la question de la langue reste une question quand même très importante, puisque c'est le vecteur de la communication. On a tous été reconnus que l'idée du rôle de l'éducation populaire, c'était quand même d'être une maison d'accueil un peu de ces enjeux de la diversité. Ça fait partie de nos missions et de nos rôles de l'éducation populaire, de créer ces espaces et de les faire vivre dans le temps, qui sont des espaces d'échange, de rencontres et de co-construction. Pour ça, il a été même évoqué des choses très concrètes sur du type de rencontres autour de la danse comme espace de mixité, avec comme fil conducteur des rencontres entre des danseurs de hip-hop et des danseurs de classique, des rencontres UCEP autour des activités de personnes en situation de handicap et de la place des personnes en situation de handicap dans l'accès aux loisirs, notamment aux loisirs sportifs, de rencontres entre randonneurs urbains et ruraux. Et là, on voit bien qu'on est dans le concret de ce que peut faire l'éducation populaire comme création d'espace pour faire vivre cette diversité et faire expérimenter cette diversité. Il a été rappelé qu'un de nos outils principaux, en dehors de la question de l'espace, c'est la question de quel outil, et que la laïcité, comme étant un outil de construction d'un commun sur lequel on se mettrait d'accord, mais aussi d'un respect de différence de ce qui n'est pas commun, nous semble un outil fondamental, même s'il est en ce moment malmené, et que ça implique que cet outil soit continuellement à réexpliciter et à réinterroger. De plein d'autres outils. Enfin, et pour finir, il a quand même été évoqué que derrière cette glorification de la diversité,
peut-être il fallait s'interroger si cette promotion de la diversité, cette promotion théorique de la diversité, n'était pas un écran de fumée de notre incapacité à la pratiquer au sein de notre mouvement. Et aussi comme reflet d'un mécanisme qu'on retrouve dans la société. C'est-à-dire que dans un rapport qui se pense dans un rapport de eux et nous, il y a une sorte de rapport d'injonction à la diversité comme enrichissement, mais de capacité à créer les espaces de cette diversité. Et pour ça, il nous a semblé que si on ne veut pas, sous peine de tomber dans un rôle un peu missionnaire de la diversité vers un eux qui serait abstrait et qui nous assignerait à des boîtes dont on ne peut pas sortir, Joël Roman a écrit un livre sur cette question-là, du nous et eux. Donc il y a des pistes à réfléchir, et sous peine de tomber là-dessus, il fallait absolument que le mouvement s'interroge aussi sur ces pratiques. Pour ce faire, il nous a semblé intéressant de pouvoir envisager qu'il puisse y avoir un état des lieux de où on est notre mouvement par rapport à ces questions de la diversité. Et c'est pas forcément que la diversité culturelle qui est en jeu, le rapport homme-femme, ce genre de choses, c'est aussi des questions de la diversité, même la place des personnes en situation de handicap dans notre mouvement, et que pour ça, donc, un état des lieux pouvait être fait et que ce serait une source d'enrichissement. Il nous a semblé qu'il y avait sur l'éclairage de ces questions de la diversité et des rapports qui se jouent dans la façon de penser nous et eux, des intellectuels actuellement qui sont un peu poil à gratter, qu'il fallait absolument entendre et écouter au sein de notre mouvement pour que le débat soit fécond et surtout qu'il soit dans une logique de critique radicale, puisque Nicolas nous y a invités il y a encore 2 jours. Enfin, et pour terminer sur une note assez positive, il nous a semblé aussi que la richesse de notre mouvement, c'était d'avoir la chance d'avoir des ligues dans quasiment tous les Outre-mer, et que ces Outre-mer sont des lieux d'expérimentation de l'interculturel notamment, et que entendre ces Outre-mer, alors bien évidemment dans un atelier où enfin, la forme est à définir, pouvait être source de quelque chose d'extrêmement enrichissant pour notre mouvement comme réflexion sur la pratique de la diversité et l'interculturel. J'espère que j'aurai été fidèle. Merci beaucoup. Merci. Une question. 4e atelier, Hélène, sur économie sociale et vie associative, économie sociale et solidaire. Oui, nous avons travaillé en petits groupes, en réaction principalement aux propos tenus par Daniel Demoustier hier après-midi. Je pense qu'on peut réorganiser tous les échanges tenus dans les petits groupes en 3 grands axes. Un premier axe sur lequel nous sommes tous tombés d'accord, qui était la nécessité de repolitiser notre action, sortir des programmes d'activité pour redéfinir une action, un projet politique, ce qui peut passer en externe par une nécessaire évolution des modes de relation avec les collectivités locales qui, depuis une dizaine d'années, tentent à nous enfermer dans une relation, dans une logique de marché public. Il y a un nécessaire travail de lobbying, et on a même été jusqu'à utiliser l'expression d'éducation politique des élus locaux. Carrément. Et puis toujours dans ce premier axe, repolitiser l'action, nous sommes aussi tombés d'accord sur le fait de réaffirmer la prééminence du projet politique sur notre projet économique, en redisant que la structure ESS qui est la nôtre n'est qu'un outil au service de notre projet politique, et que nous avions à le faire savoir et à retravailler avant tout sur le déploiement du projet politique. Le deuxième axe, le deuxième sujet qui a été abordé par l'ensemble des petits groupes dans cet atelier, va plutôt porter sur le mode ou les modes de gouvernance. On s'est un peu interrogé sur comment nous fonctionnions en interne, avec sans doute une nécessaire ouverture des espaces statutaires, mais en même temps qu'on dit ça, on ne sait pas comment et on n'est pas forcément tous d'accord. Ouvrir ces espaces statutaires à des usagers, alors certes à des associations affiliées, ça c'est la base de notre structure fédérative, mais l'ouvrir à des usagers, ça on peut encore tomber d'accord. Là où nous n'avons pas trouvé consensus, c'est sur la place des salariés dans nos instances statutaires, à l'intérieur de nos conseils d'administration, à côté. Et c'est pour ça que nous sommes plutôt tombés d'accord sur le fait d'avant tout analyser nos modes de management et sur
l'importance de faire évoluer nos modes de management pour davantage faire participer nos salariés et envisager un mode de management qui permettrait des décisions collectives beaucoup plus partagées. Enfin, il a été rappelé qu'il était sans doute important, toujours dans ces modes de gouvernance, de re-questionner le dialogue social, et sans doute en faisant une priorité de notre présence dans les instances type syndicat employeur. Un troisième axe sur lequel nous avons travaillé, et l'approche qui a été abordée par l'ensemble des petits groupes plutôt rapidement tout de même, c'est l'approche territoriale ou l'approche locale. Drapery évoque l'ancrage de l'ESS dans l'activité, l'ancrage de l'ESS ou des acteurs de l'ESS au local. Nous pensons aussi que l'organisation locale de nos activités nous permettra plus facilement d'animer des espaces de dialogue. Et puis enfin, dans cet axe-là, nous pensons les fédérations légitimes, notamment à accompagner les associations locales pour qu'elles trouvent une place dans ces espaces de dialogue. Et sans doute, y a-t-il un outil intéressant pour réaliser cela en accompagnement des collectivités? C'est l'outil CRVA qu'on voit se développer dans nos fédérations. En conclusion de tout cela, nous avons à travailler sur l'évaluation. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous ne savions pas très bien valoriser notre structuration en économie sociale et solidaire. Nous voudrions sortir des indicateurs d'activité, des objectifs, des chiffres et évidemment des données financières et budgétaires. Nous savons que des travaux importants ont été menés sur ces autres formes d'évaluation de ce que nous apportons à travers une structuration ESS. Cependant, nous ne savons pas encore les partager, nous ne savons pas les faire connaître et nous ne savons pas les imposer au pouvoir public avec lesquels nous sommes régulièrement en dialogue ou en négociation. Et voilà. Merci Hélène. Des précisions, des remarques pour le groupe? Merci pour ces ateliers dont on reprendra bien sûr les différentes analyses et les propositions. Merci donc. Alors, concernant la suite de nos travaux, alors évidemment, nous allons devoir reprendre l'ensemble des propositions, des participations, des contributions pour effectivement agir pour faire société, on l'a rappelé au début de CEGEF, et reprendre ce que nous avons appelé les uns et les autres les enjeux civilisationnels à relever par l'éducation populaire. Alors je voudrais rappeler que la grille de lecture qui a été proposée est effectivement une grille de lecture, il ne s'agit pas de l'envisager comme un élément qui cesse de rappeler hier, normatif, mais bien comme à mobiliser pour penser d'une manière dynamique, alors moins dialectique, parce que la dialectique, ça, on est prisonnier de notre thèse, antithèse, synthèse, qui appauvrit un peu les éléments de la discussion, plutôt pour faire un peu docte et parler à la Morin, plutôt d'une manière dialogique, c'est-à-dire en assumant le fait qu'il y ait des contradictions dans les questions que nous nous posons, et d'essayer effectivement de les relier, non pas en les superposant, en faisant des propositions. Et on a vu, Eric Megui aussi est revenu sur les éléments binaires, individu collectif, local, global, rural, métropolisation. Il y a là des tensions que nous avons travaillées. Il y a déjà des axes dans le rapport d'orientation que nous aurons et nous avons commencé d'ailleurs à évoquer. Et comme nous basculons bien dans la question des propositions, c'est sur ces éléments-là que nous allons envisager la suite. Alors, moi je voudrais, sans que nous soyons trop longs, puisque un certain nombre de départs sont prévus, vous rappeler d'abord sur la question, la suite, et dès lundi, sur la poursuite, sur le travail, cette question de congrès. Alors, insister sur les questions de contribution. Il faut effectivement, il est important que nous
nous assumions la complexité de ces questions transversales et que nous soyons à même de relancer les débats, bien sûr, à minima dans le conseil d'administration départementaux, mais essayer d'associer le plus largement possible les différents secteurs de nos fédérations. Alors, je l'évoque, on l'a mis en évidence, et ça a été assez peu présent de manière transversale, alors que c'est une pratique culturelle, la question d'associer un peu plus nos secteurs sportifs à cette question sur l'éducation populaire, parce qu'historiquement, dans l'éducation populaire de manière générale, à la ligne de l'enseignement en particulier, a fortiori aujourd'hui, et je ne m'étendrai pas, notamment vis-à-vis de notre secteur sportif scolaire, la question de congrès est et demeure un moyen important, intéressant, fécond, de sortir de discussions politiques très importantes et de permettre de rentrer sur des questions qui peuvent permettre du débat sur le contenu. Et donc, il y a nécessité d'associer l'ensemble de ces secteurs, poursuivre les initiatives que vous prenez, qui sont déjà citées et évoquées, répertoriées, notamment sur notre blog, des débats ici, des conférences, l'utilisation des moyens audiovisuels, les radios associatives, les télévisions associatives ou locales, en tous les cas, oser des contributions également générales, certes, sur l'éducation populaire, mais également thématiques. La grille de lecture sur les sociétés le permet, d'une manière, bien sûr, en les recontextualisant, mais selon les spécificités de vos projets fédéraux, l'entrée pour la question de congrès sur l'éducation populaire est possible sur bien des sujets. Donc vous les avez en tête, mais si un certain nombre de fédérations ne se sentent pas à même d'envisager dans la globalité immédiatement au regard de l'avancée de la réflexion sur cette question de congrès, ne pas hésiter à évidemment traiter des questions thématiques. Alors, la question aussi de la participation sur cette question de congrès, on l'a évoqué à plusieurs reprises, vous vous y attelez, et il est important que nous le rappelions. Évidemment, nos dirigeants et les administrateurs de nos conseils d'administration, mais c'est un thème qui attire et qui permet d'entrer, dans un premier temps, on pense assez facilement sur cette question, mais ensuite on le voit selon les thématiques de manière un peu plus difficile, mais en tous les cas, il y a là nécessité, a fortiori si nous voulons transformer l'éducation populaire, de mixer les publics sur la réflexion et sur les pratiques. Et ne pas oublier, certes, nos bénévoles dans les associations locales, mais également, on l'a peu évoqué pendant ces 3 jours, ce n'était pas tellement le thème, mais la question du volontariat dans nos réseaux, ces volontaires qui ont des places très importantes dans l'animation de réseau, dans le portage aussi d'une forme d'action autour d'utilité sociale qui s'avère désormais originale, parce que ce n'est pas notre tradition historique, et maintenant depuis quelques années, dans nos fédérations, et puis surtout, je vais dire, dans les associations fédérées que nous accompagnons pour accueillir ces volontaires. Il y a nécessité à faire participer sur des questions précises. Et puis je reviens sur ce que nous avons lancé, qui commence à être mis en œuvre, l'animation du débat sur la question de congrès, notamment, et on l'a évoqué tout à l'heure Dominique en rappelant la nécessité, aussi engagée depuis quelques années maintenant, de relancer, de redynamiser nos questions d'intervention auprès du public, auprès des habitants, auprès de nos usagers adhérents, par les questions de pédagogie. L'éducation populaire, c'est aussi une praxéologie, si ce n'est peut-être évidemment et surtout une praxéologie, et donc de s'atteler, de se coltiner avec un certain nombre de méthodes. La question de la Bac de Régnier que nous avons relancée, pour lesquelles vous le savez, il y a désormais près de 50 formateurs et formatrices ligueurs et ligueuses sur toute la France, qui sont à même d'animer des débats, des questionnements, des sondages participatifs. Et la question de congrès est un moyen efficace de le faire. Déjà, un certain nombre de régions s'y sont attelées. Et vous le savez, nous accompagnons avec Guillaume, Charles et les collègues du groupe de travail national sur ces questions. Et nous souhaitons que nous intensifions ces interventions jusqu'au mois de mai-juin. Pour terminer, vous rappelez le programme à venir, le texte de pré-rapport d'orientation
grâce au travail que nous avons évoqué, ce sur quoi nous avons travaillé pendant ces 3 journées va être bien évidemment enrichi. Il y a déjà près d'une quinzaine de contributions fédérales qui nous ont été adressées, donc qui vont nourrir et vont modifier un certain nombre d'axes de ce rapport que je présenterai au nom du secrétariat national lors du conseil d'administration du 4 et 5 avril. Après quoi, bien sûr, les débats riches et féconds